C'est une question qui est assez intéressante parce que elle questionne le mythe de la Suisse qui serait un pays paisible et pacifié, et ces stéréotypes donc d'une Suisse où il ne se passe pas grand-chose, il est basé sur différents éléments, et je dirais que la démocratie directe occupe une place centrale par rapport à ces éléments qui viennent construire ce mythe d'une Suisse non violente, dans la mesure où on a souvent dans l'idée que le pouvoir est proche du peuple. Je pense qu'on a tous en tête l'image de Didier Burkhalter avec son téléphone portable sur le quai de gare, sans garde du corps, et puis c'est quelque chose dont on est fier, mais ça ne signifie pas que les citoyens sont proches du pouvoir. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie d'un mythe de la démocratie directe, et puis que les citoyens et les citoyennes, s'ils ont une demande, ils la formulent grâce aux outils offerts par la démocratie directe. Je dirais que les autres éléments qui fondent ce mythe d'une Suisse non paisible, c'est bien sûr la stabilité politique, l'aisance économique, et puis la question de la neutralité, c'est-à-dire que du moment qu'on ne participe pas à des conflits internationaux, il y aurait peu de raisons qu'on soit pris à partie dans des conflits internationaux. Alors, ce mythe, il n'est pas très compliqué à déconstruire parce qu'il suffit d'aller regarder dans les journaux de l'époque pour s'apercevoir que la Suisse, elle a également vécu des épisodes de violence politique assez marqués, notamment dans les années 60 jusque dans les années 80, et je dirais même 2010 si on considère l'extrême droite. Et parmi les différentes tendances politiques que j'ai pu observer qui avaient recouru à la violence pour pouvoir faire passer des objectifs politiques, j'ai distingué les séparatistes et les antiséparatistes qui se sont affrontés dans le cadre du conflit du Jura, les mouvements d'extrême gauche, les mouvements d'extrême droite, et puis les mouvements qui se situaient à l'extérieur de la Suisse, notamment l'Allemagne, l'Italie, et puis les mouvements palestiniens et arméniens. Alors si on veut considérer la place de la violence politique en Suisse, on ne peut pas le faire de façon globale, mais on est obligé de focaliser et de s'intéresser un petit peu aux différentes tendances politiques. Et puis il est vrai qu'on n'a pas eu des épisodes de violence politique comme l'ont vécu l'Allemagne et l'Italie, du moins pour ce qui est de l'extrême gauche, mais si on prend les mouvements d'extrême droite, notamment les skinheads, on a un degré de violence qui est comparable à ce qui s'est passé en Allemagne à la même époque. Donc ce qu'on peut tirer de ça, c'est que la Suisse n'est pas l'îlot de non-violence et de paisibilité qu'elle voudrait bien être. Alors, dans votre question, je vois deux questions. En fait, la question de la révolution et puis la question de la nouveauté. Alors, en général, quand on parle de révolution, il s'agit d'une rupture par rapport à quelque chose qui précède. Et puis, il est assez rare que les révolutions se fassent uniquement dans la non-violence. Et par rapport aux exemples que vous donnez, notamment les révolutions arabes, il y a plusieurs exemples de pays où ça ne s'est pas tellement terminé de façon paisible. Je pense là à la Libye, à la Syrie, au Yémen et à l'Iran. Donc là, ça a terminé dans des bains de sang et des guerres civiles. Par rapport à la nouveauté, en général en histoire, on parle plutôt que de nouveauté et de ce qui est ancien, on parle plutôt de rupture et de continuité. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les mouvements sociaux qui vont se mobiliser ont toujours des références avec ce qui précède et construisent des choses nouvelles. Donc on a dans toutes les mobilisations, dans tous les mouvements sociaux, quelque chose qui est de l'ordre de la continuité et quelque chose qui est de l'ordre de la rupture. Et par rapport aux moyens d'action, ce qui est intéressant, c'est que des recherches ont été conduites sur l'évolution des moyens d'action, et puis on s'est rendu compte que finalement il n'y avait pas grand-chose de nouveau aujourd'hui par rapport à ce qu'il se pratiquait à l'époque. Donc il y a toujours eu des révoltes d'esclaves, des révoltes paysannes, des révolutions. C'est quelque chose qui a vraiment parcouru notre histoire.
Donc, je ne pense pas, moi, que les révolutions que vous évoquez sont complètement nouvelles par rapport à ce qui se faisait avant. En revanche, il y a des éléments de continuité et des éléments de rupture avec ce qui précède. Et je dirais que les éléments de continuité, c'est les moyens d'action. On manifeste toujours, on occupe des espaces publics, on a des graffitis dans les villes. Et puis pour les moyens d'action qui sont plus musclés, on a la question des attaques et des attentats qui font partie, je dirais, de la définition de la violence d'un point de vue sociologique, qui est finalement lorsqu'on a une interaction qui est observable entre plusieurs parties, et puis que dans cette interaction, on voit des dommages matériels ou des atteintes qui sont faites sur les personnes malgré une résistance. Donc c'est une définition qui est évidemment très large, mais ça permet d'offrir une amorce pour pouvoir analyser des moyens d'action. Parce que là, je pense notamment à la question de la violence. Quand on parle de violence, en général, les militants ne se décrivent jamais comme violents ou comme terroristes. Les personnes qui parlent de violence ou de terrorisme, en général, c'est les autorités politiques qui veulent stigmatiser un adversaire. Donc les militants, eux, parlent plutôt de moyens d'action pour parvenir à des objectifs. Et puis ensuite, c'est la façon dont on va voir ces moyens d'action qui vont être estimés violents ou non. Alors c'est clair que si on a un attentat aveugle qui tue des centaines de personnes, on n'a pas de difficulté à dire qu'il s'agit de violence, mais en revanche, si on se situe dans un degré un peu inférieur à cette extrémité de la violence, ça devient compliqué de placer le curseur sur ce qui est violent ou ce qui ne l'est pas. Si j'en reviens aux éléments de continuité et de rupture dans votre question, je dirais qu'il y a des choses qui sont nouvelles qu'on voit aujourd'hui mais qu'on ne voyait pas avant. C'est la façon de s'organiser de ces mouvements. Et ça, je pense que Occupy a initié quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est plus uniquement nos objectifs, mais la façon dont on s'organise à l'intérieur du mouvement, c'est-à-dire de façon le plus horizontale possible, tout en réfléchissant à trouver des consensus, à ne pas mettre en avant de leaders. C'est quelque chose qui a été placé de façon... qui a été considéré de façon très très importante par les militants et presque autant que l'objectif du mouvement. Et puis ça, finalement, cette horizontalité dans les relations, dans les façons de s'organiser dans les mouvements, c'est quelque chose qu'on va retrouver jusque dans les mouvements comme Extinction Rebellion, par exemple. C'est la question dont on va appréhender la violence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition précise de la violence, parce que finalement, ce qui va être considéré comme un acte violent, ça va dépendre du contexte dans lequel se passe l'action et au moment où elle se passe. Parce que on peut avoir une action, si je prends l'exemple du graffiti par exemple, un graffiti à Berlin, il ne va pas être considéré comme une violence, mais un graffiti dans une campagne argovienne, ça va pouvoir être considéré comme quelque chose de violent et de dérangeant. Et donc finalement la violence, c'est une appréhension qui est formulée en fonction d'un fait, mais également de la représentation qu'on a de ce fait. Dans les exemples que moi j'ai pu étudier, il y avait des personnes qui étaient fichées comme terroristes dans les années 70 à Zurich, et la même personne dans les mêmes années était considérée comme une dissidente à Genève. Donc il y a une façon différente de percevoir une action politique violente d'un moment à l'autre de notre histoire et d'un endroit à l'autre. Et c'est pour ça que les sociologues, plutôt que de parler de violence et non-violence, ils ont caractérisé très précisément les moyens d'action et ensuite on les a rangés dans des catégories. Et dans les pays démocratiques, on a généralement 3 catégories de moyens d'action. C'est les moyens qui sont légaux
est toléré. Et dans ces moyens d'action, en Suisse, on a l'initiative, on a la récolte de signatures, on a les manifestations autorisées. Ensuite, on a une deuxième catégorie de moyens d'action, c'est les moyens qui sont illégaux mais qui sont tolérés. Et c'est là-dedans, je pense qu'aujourd'hui, les militants des mouvements pour l'environnement se situent avec ce qu'ils appellent, eux, la désobéissance civile, c'est-à-dire qu'on va désobéir à une loi qu'on estime inique, mais au nom d'une légitimité de normes et de valeurs, et d'une éthique, bien sûr. Et puis, il y a une troisième catégorie, qui sont les moyens qui sont illégaux et qui ne sont pas tolérés, et en général, c'est dans cet ensemble que se situent les moyens d'action violents. Alors, par rapport à la désobéissance civile dont on parle souvent aujourd'hui, la désobéissance civile, en gros, c'est le refus d'obéir à certaines lois qu'on estime iniques, c'est-à-dire on refuse de se soumettre à une loi parce qu'on estime que cette loi est illégitime, c'est-à-dire qu'on va utiliser d'une forme de résistance par rapport à une loi, mais en se situant dans des moyens qui sont tolérés. C'est-à-dire qu'on va avoir des actions, des moyens d'action politiques qui vont être tolérés par la société qui nous entoure. Alors certes, ils sont illégaux, mais ils sont tolérés. C'est pour ça souvent que quand on parle de désobéissance civile, souvent on parle de moyens d'action qui sont non violents. Parce que du moment qu'on va planifier un attentat, ça va être compliqué de considérer cette action comme quelque chose qui est légitime. Alors pour moi, le terme de désobéissance civile, je le considère un peu trop flou pour décrire ce qui se passe maintenant au niveau des moyens d'action. Et c'est vrai que je préfère qualifier très précisément quelles sont les actions. Est-ce qu'il s'agit de manifestations? Est-ce qu'elles sont autorisées? Est-ce qu'elles sont non autorisées? Est-ce qu'il s'agit d'occupation d'espace, comme le fait Extinction Rebellion, en bloquant certains points où les voitures ne peuvent pas circuler pour pouvoir faire réfléchir justement à qui occupe l'espace? Alors c'est vrai que, et à partir du moment qu'on a identifié le moyen d'action, à partir de là, on peut se demander si ce moyen d'action, il va être efficace ou non, ou s'il faut passer à un autre moyen d'action. Alors que si on parle de désobéissance civile, qu'est-ce qu'on met comme moyen d'action dans ce terme de désobéissance civile? Et à partir de là, comment est-ce qu'on va pouvoir évoluer vers d'autres moyens d'action? Parce que je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on a une vision souvent assez courte, à court terme des mobilisations, et c'est vrai que les mouvements actuels parlent beaucoup de non-violence, mais c'est quand même un sujet qui est constamment évoqué lorsqu'ils se réunissent. Est-ce qu'on utilise la violence ou non? Et pour le moment, c'est non. Et moi, je suis assez curieuse de voir ce qui va se passer dans les années à venir, parce que je me suis intéressée au cas des antinucléaires, par exemple, et puis j'ai suivi leur lutte depuis la fin des années 50 jusque dans les années 80, et je trouve que leur cas illustre bien justement cette notion d'escalade de la violence politique, parce que la violence politique n'apparaît jamais de façon complètement soudaine, c'est-à-dire que ça apparaît du moment qu'un moyen d'action ne fonctionne pas. Donc les antinucléaires à l'époque ont fonctionné avec les outils de la démocratie directe qu'ils avaient à disposition, c'est-à-dire l'initiative, mais quand ils ont vu que ça n'aboutissait pas et que les politiques ne prenaient pas en considération leurs revendications, ils ont commencé à se dire qu'ils devaient passer à des moyens d'action un peu plus musclés. Et puis c'est comme ça que dans les années, fin des années 1970, début des années 80, ils sont passés à l'attentat. Et puis à partir de ce moment-là, je dirais que la violence, elle a été efficace et qu'elle a permis quand même une certaine réussite de leurs objectifs, dans la mesure où ça a donné un écho à leurs revendications qu'ils n'avaient pas eu auparavant avec les outils de la démocratie directe et puis cette politique des petits pas. Alors la question que je me pose par rapport à des mouvements comme Extinction Rebellion, c'est que du moment qu'ils ont des moyens d'action qui pour le moment sont considérés comme non violents,
qu'est-ce qui va se passer d'ici, non pas ces prochaines semaines, mais ces prochains mois et ces prochaines années, quand ils vont réaliser que ces moyens d'action ne fonctionnent peut-être pas aussi efficacement que ce qu'ils le voudraient. Donc là, je pense qu'il va y avoir un véritable questionnement, ils vont devoir se positionner par rapport à la question de la violence.